Bonjour à tous, un bonjour officiel du coup, parce qu'on est déjà ensemble depuis quelques minutes. Je voulais commencer par vous dire déjà que j'étais très, à titre personnel, très fier et très content de pouvoir être là ce soir et animer cette session euh, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est l'aboutissement, le télésoin est l'aboutissement d'un long travail. Ça a été de nombreuses années, mois et semaines de travail pour réussir à en arriver là. C'est vraiment un aboutissement et c'est aussi l'aboutissement d'une mobilisation de très longue date, et Lydie pourra en attester, de combat pour que, au-delà de la télémédecine qui est apparue en 2009, tous les professionnels de santé puissent enfin pratiquer à distance et faire partie à part entière de cette aventure. Il n'y avait pas de raison depuis longtemps, mais c'est enfin une réalité. Donc, je suis assez content et la SFSD se réjouit de pouvoir ce soir fêter et parler ensemble du télésoin qui est aujourd'hui devenu une réalité. Pour revenir un peu en arrière, ça a été prévu donc, par la loi de 2019, la loi sur l'organisation et la transformation du système de santé, qui a créé la télésanté, que sont toutes les pratiques soignantes à distance, avec deux grands blocs. La télémédecine qu'on connaît depuis 2009 pour les professionnels, les professions médicales, donc sages-femmes, chirurgiens dentistes et médecins. Et le deuxième grand bloc qui est nouveau, c'est le télésoin pour tous les professionnels paramédicaux et les pharmaciens. Donc, c'est 18 nouvelles professions qui, à partir d'aujourd'hui, si je mets de côté la partie dérogation qui a été faite pendant le Covid, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, c'est 18 nouvelles professions qui peuvent pratiquer le télésoin et l'intégrer dans leur pratique. Donc, c'est voilà, ce décret et l'arrêté dont on va parler ce soir, c'est le véritable coup d'envoi de ces pratiques et j'espère que tout le monde va s'en saisir et tout le monde va pouvoir profiter de ça pour sa pratique, pour soi, pour ses patients. Et c'est vraiment voilà, ce qu'on souhaite et ce qu'on espère. Le télésoin, mais je ne vais pas trop déflorer le sujet parce qu'on a beaucoup d'experts avec nous aujourd'hui qui vont pouvoir en parler, mais c'est une grande avancée pour plusieurs raisons. C'est une avancée pour l'accès aux soins, euh, pour les patients, pour leur parcours, mais aussi pour les pratiques, pour la diversité des pratiques, pour de la coopération entre les professionnels et aussi un renforcement de la collaboration. Souvent, on pense que le soin digital, le soin à distance, c'est une déshumanisation, pardon. Et au contraire, le télésoin, le numérique, c'est un renforcement de la collaboration. Des gens qui ne se parlaient pas commencent à se mettre à parler pour s'organiser, pour mettre en place ce parcours à distance, ce parcours alterné. Et il faut profiter du télésoin pour ça. Ah, le son semble faible. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Dans les commentaires. Donc voilà, donc, je pense que vous l'avez compris, hein, je suis particulièrement ému et heureux d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on l'est tous autour de cette table et Nathalie et Lydie reviendront sur ce sujet. Donc je vais vous présenter le programme du jour et surtout les prestigieux invités qui sont là avec nous pour pouvoir décrypter un peu le sujet du télésoin. Donc nous avons le plaisir d'avoir Patrick Chamboredon, donc président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers avec nous. Nathalie Sall et Lydie Canipel, les présidentes de la Société française de santé digitale. Leïla Damani, présidente associée du Collège de télésanté à la Société française de santé digitale. Et Jean-Yves Arnaud, cadre de santé, infirmier coordinateur des projets de télésanté au GHT 47, pour nous parler du télésoin et du livre blanc. Nous avons également la chance d'avoir Lina Williat, qui est vice-présidente de la SFSD, pour un sujet un peu corsé, mais très important sur les enjeux juridiques et réglementaires. Et Alexandre Mathieu Fritz, membre du comité éthique et scientifique et éthique de la SFSD sur toute la partie évolution des pratiques professionnelles. Donc vraiment, voilà, on a un très beau plateau aujourd'hui. J'espère que vous apprendrez tous énormément de choses. N'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit si on n'a pas le temps de traiter vos questions par mail. Et vous avez le mail sur la diapo juste après. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si on n'a pas eu le temps de les traiter pendant ce webinaire. Et je vais donc du coup tout de suite passer la parole à Patrick Chamboredon pour débuter ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Yann Maël de m'avoir invité, Madame la Présidente de la
SFSD, Lydie, chère Lydie, qui est une infirmière comme moi que j'ai rencontrée il y a quelques années, qui m'a dit il faut absolument parler de la nouvelle technologie. Et en avant-première, on a créé, il sera décidé demain au Conseil national, de créer une commission orientée nouvelles technologies parce qu'on voit bien que l'attente est très forte sur la question de l'appropriation par les infirmiers de ces nouvelles technologies. Et je vais un peu en dire un mot sur ce sujet-là. Alors, c'est quelque chose qui est un peu arrivé, pas par hasard, puisque comme l'a dit Yann Maël, qui était plutôt dans les tuyaux avec l'ancêtre, la télésanté, qui finalement a fait des petits et s'est multiplié pour nous. Mais c'était quand même une demande forte et portée par l'ordre national et qui est désormais reconnue. En fait, ça a été dit, c'est la loi OTSS de 2019 qui a mis ça, qui a légalisé cette pratique dans la loi. Ça vise à pratiquer des soins à distance en utilisant des technologies de l'information et de la communication. Mais la crise Covid, et ça a été au tout début de cette crise qui a été un vrai révélateur et un accélérateur, pas que de particules pour le coup, qui a permis justement en urgence, finalement, sa sortie de ces textes-là. Je me rappelle encore du tout début où s'est contacté avec Yann Noël, me dit, bon voilà, on va y aller parce que là, on voit bien qu'il faut limiter les risques de contamination, il faut faciliter la continuité des soins, il faut permettre que les patients qui sont atteints ou qui craignent, parce qu'ils ont des pathologies chroniques, les contacts avec l'extérieur et pouvant être contaminés par des professionnels qui se rendent chez eux, à leur donner le moyen de substitution. Je rappelle que à l'époque, les équipements de protection individuelle étaient assez compliqués à obtenir, voire défaillants. On connaissait mal la pathologie Covid et donc c'était vraiment quelque chose d'assez complexe et ça a été une mesure salutaire et saluée qui était introduite pour le coup à titre dérogatoire pendant la crise sanitaire. Donc en avril 2020, nous avons fait en tant qu'ordre, souvent on fait ça des consultations auprès de notre base où on a 70 000 personnes qui répondent en 72 heures, grosso modo, et on a eu l'étonnement de constater que 65% des infirmiers interrogés au travers de ces consultations étaient prêts à utiliser le soin, le télésoin dans leur pratique et que ce serait bienvenu qu'ils puissent le développer. Par contre, on en avait quand même la moitié qui nous disait que c'était très difficile à mettre en place. Je rappelle qu'initialement, quand même, le télésoin, et on s'en était un peu ému, était soumis à une prescription médicale initiale de façon à pouvoir le mettre en œuvre. Et on a vu les difficultés qu'il y a eu, que les infirmiers ont rencontrées, mais les patients aussi, pour obtenir ces prescriptions initiales. Bon, enfin, tout ça, c'est derrière nous. C'était l'année dernière, finalement. Et depuis, grâce aux efforts conjugués de l'ordre, mais aussi et surtout des acteurs de la santé digitale, et Nathalie, Lydie et Yann Maël sont des moteurs, alors sans oublier, je ne vais pas citer tout le monde, je ne vois pas tout le monde sur mon écran, mais sont des acteurs importants de cette évolution-là. Les textes ont été publiés au JO début juillet, qui entérinent finalement, qui mettent dans le marbre législatif, je crois que c'est le terme consacré, cette pratique. C'est une demande forte de la profession d'infirmier, donc c'est plutôt bien et que finalement on soit en phase avec les évolutions qui sont souhaitées à la fois par les professionnels, donc notamment parce qu'ils vont s'approprier l'usage et aussi des patients, puisque on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est plus sécuritaire et qui permet de développer des pratiques un peu différentes, et ça, Yann Maël en a parlé. Donc, on voit bien qu'on est dans un contexte de crise sanitaire, que ça permet ça, mais ça relève quand même pas, c'est pas ésotérique, c'est relevé, c'est le patient et l'infirmier qui s'entendent pour finalement juger de la pertinence de cette prise en charge, que ce soit en présentiel ou pas. Et la haute autorité de santé, je le rappelle, a rappelé que le télésoin était pertinent, que la relation patient-professionnel était déjà bien établie, c'est dans leur guide. Néanmoins, un premier soin à distance peut paraître pertinent dans certaines situations, notamment quand le patient est difficilement transportable. Ça lui facilite l'accès aux soins et ça a été dit en préambule par Yann Maël. Donc, bien entendu, on va éviter les soins qui nécessitent un contact direct présentiel de l'infirmier et le patient, notamment en cas de prélèvement, par exemple, ou de réfection de pansement qui matériellement ne se prêtent pas à ce type de soins.
Mais par contre, un infirmier est tout à fait habilité à exercer à distance ses compétences et je ne vais pas faire la liste du décret d'acte infirmier, mais aussi du rôle propre infirmier. Nombreux soins sont capables d'être mis en œuvre par l'infirmier en toute sécurité pour assurer la prise en charge. Après, bon, bien entendu, il y a une question de l'évaluation en fonction de la situation clinique du patient qui doit s'opérer et aussi de son accessibilité au patient, aux outils technologiques, de sa capacité à maîtriser et à permettre cette mise en œuvre en fonction du nature du soin et de la pratique aussi du professionnel. Bon, bien entendu, comme d'habitude, le consentement du patient, le libre choix du patient, la protection des données personnelles sont prioritaires pour ce déroulement-là. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour des données de santé et de leur sécurité, donc pour que le Conseil de l'ordre soit très vigilant là-dessus. Et c'était un peu la feuille de route qu'on pense donner à cette commission dont je vous ai parlé initialement pour développer l'usage, mais aussi baliser, parce que finalement, on voit bien que le RGPD est quelque chose d'assez complexe à manipuler. Et donc, toutes ces données personnelles, il faut arrêter WhatsApp. Enfin, bon, on voit bien toutes les polémiques qu'il y a autour de ça. Et on sait que quelquefois, les informations pourraient fuiter et ça pourrait être dommageable. Voilà, le télésoin c'est encadré, donc je l'ai dit, par réglementairement, accompagné de recommandations formulées par la HAS. Un guide d'éligibilité des bonnes pratiques a été mis en ligne en mars 2021, donc on est avant-hier finalement, pour accompagner ces évolutions. Il y a eu la création de 2 groupes de travail sous l'égide de la DGOS, un groupe de travail éthique et un groupe de travail visant à garantir un accès universel à la télésanté. Pour l'inclusion, c'est encore plus complexe pour les personnes fragiles. Alors ça, on voit bien ce que c'est, les maladies chroniques, handicapées en perte d'autonomie. Et donc, ça va vraiment être quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille et dont on développe l'usage. Mais finalement, ça a un but essentiel, je dirais, pour la pratique infirmière. Ça enrichit les missions des infirmiers parce qu'on va développer de plus en plus des nouveaux usages. Et puis, ça a un effet d'amélioration de la prise en charge des patients mécaniquement parce que forcément, c'est quand même c'est un facteur d'évolution. Et on voit bien que de plus en plus de gens pensent que ces de prise en charge peuvent passer par là. En tout cas, moi, je pense que c'est une avancée majeure pour la profession et pour les patients, puisque le télésoin a plusieurs avantages. Déjà, je l'ai dit en préambule, et c'est ce qui nous était beaucoup remonté, puisqu'on avait beaucoup de questions des infirmiers quand on a fait notre période Covid avec une boîte mail permanence Covid où des patients souhaitaient arrêter les soins. Donc, on voit bien que là, l'absence de risque de contagion est complètement avérée. Donc, on n'a plus ce souci-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'assez satisfaisant. Après, clairement, la pratique des infirmiers se joue plutôt sur des personnes vulnérables, plutôt isolées, plutôt ruralité, plutôt âgées. Mais malgré tout, ça peut permettre, dans certains coins isolés, de permettre un accès aux soins différencié et pas à chaque fois en présentiel. Et donc, c'est un nouvel usage qu'il va falloir que les infirmiers s'approprient et développent. Ça va être aussi quand même un gage d'efficacité parce qu'il va falloir réinventer à cause de tout ça les parcours de soins et de prise en charge des patients au plus près de leurs besoins. Parce que finalement, il ne faut pas qu'on soit complètement éthéré. Et ça va être une discussion entre le présentiel et à la fois la pratique du télésoin. Et ça va être un arbitrage qui va se jouer finalement, une discussion qui va se jouer en plus avec le patient. Et donc, ça va favoriser encore l'empowerment, l'adhésion thérapeutique. Enfin, on va voir, mais ça va être quelque chose qui va développer. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va être évolutif et qui va permettre des actes très divers, à la fois l'évaluation d'une situation clinique, la surveillance, l'orientation, l'éducation thérapeutique, des actes de prévention et de dépistage. On va peut-être aller trop loin dans tout ce descriptif-là, qui ne seront pas forcément dans le texte actuellement, mais on va donner des idées pour peut-être se retrouver, comme ça a été dit avant, ceux qui étaient là bien avant nous, l'année prochaine pour rééditer cet exploit-là, d'avoir 100 personnes un soir de match de Coupe d'Europe quand même. Il n'y aura pas le championnat d'Europe la prochaine fois. Mais donc, c'est un dispositif quand même qui assouplit le cadre légal d'intervention des infirmiers, renforce aussi leur émancipation, puisque c'est décidé de façon autonome et donc qui correspond à des besoins identifiés du patient, certes avec une BSI, c'est-à-dire un document qui est contractualisé sous l'égide du médecin, mais ça va permettre justement de faire plus
différemment, mais que les infirmiers aient plus d'autonomie. Et ça, c'est ce que recherche pour le coup le Conseil de l'Ordre en faisant évoluer les textes qui régissent la profession. Mais c'est aussi un outil, ça a été dit, formidable finalement de coopération et de coordination pour l'ensemble des acteurs de santé. Là, finalement, c'est un peu ce qu'on fait là. On ne se soigne pas entre nous, mais on arrive, en étant très distants en des lieux, de partager certaines choses ensemble de façon virtuelle, mais qui peuvent amener à des discussions et à faire évoluer. Et la relation va se nouer de plus en plus parce qu'on se connaîtra mieux et qu'on s'est déjà vu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de développer, je pense, des nouveaux usages. Ça va, je l'ai dit plus avant, mais c'est quelque chose qui va tout à fait dans l'axe qui est actuellement défendu par l'Ordre national. C'est la refonte du décret infirmier. Il faut qu'on fasse évoluer ce texte de 2004 parce qu'on voit bien que ça ne correspond plus aux nouvelles technologies. Là, on voit bien que ça ne peut plus fonctionner comme avant. Et pour le coup, ce n'est pas du tout dans le décret d'acte infirmier, cette question du télésoin. Et ça, c'est dérogatoire finalement dans la convention parce que c'est coté. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est quand les nouveaux arrivants infirmiers vont rentrer en formation, les nouveaux étudiants, ils n'auront pas finalement ce panel-là du tout. Donc, on voit bien que c'est quelque chose par trop qui contraint le décret d'acte infirmier. Et donc, il faut absolument qu'on le fasse évoluer pour ce sujet-là. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est bâtir un décret plus évolutif qui s'adapte plus régulièrement aux besoins du patient et aux orientations de santé publique parce qu'on voit bien que derrière tout ça, l'éducation thérapeutique, l'adhésion au traitement, la télésurveillance, toutes ces choses-là vont se développer de plus en plus. Et donc, ça répond de façon plus efficace ou efficiente à une logique de mission, ce décret-là, de prise en charge et que ce soit au centre d'un écosystème de la santé qui évolue. Et c'est ça un peu ce qui nous défrise, on va dire, de façon très directe dans le décret d'actes infirmiers, qui sont des actes et qu'on est cantonné dans ce cadre réglementaire très, très contraint. Bon, voilà. Ça s'inscrit aussi dans un contexte. Je surveille le compteur pour ne pas dépasser trop parce que On y est, mais on peut dépasser d'une minute. dans 2 minutes, c'est que nous, pour le coup, en tant qu'ordre, et c'est une annonce pour tous les infirmiers, mais on a déjà communiqué avec l'Agence du numérique en santé, ça s'inscrit dans la dynamique du RPPS et de l'inscription au RPPS pour l'ensemble des infirmiers à partir de septembre prochain, donc après-demain, finalement, dans 3 mois, l'ensemble des infirmiers, et donc ça va permettre la transmission en toute sécurité, tout ce que j'ai dit, tout ce volet sécuritaire des données de santé, des échanges de données de santé, et puis de l'accès aussi au dossier médical partagé qui est annoncé pour après-demain ou juste après. Mais on voit bien que la ICPS, vaccin Covid, toutes ces choses-là, SIDEP, où on a toutes ces informations-là qui sont relayées aussi sur masanté.fr, sur le site santé.fr où on a l'offre de soins qui est décryptée. Ça rentre dans un contexte beaucoup plus global. Le télésoin est un point d'entrée qui va permettre aussi de développer l'usage. Donc, en fait, finalement, on voit bien que ça valorise à la fois les actes infirmiers, la profession infirmière dans son ensemble, et finalement, l'infirmier réapparaît comme un acteur majeur de la prise en charge et au milieu de ce système. Donc voilà, maintenant, je l'ai dit, c'est une commission qui va être créée au sein du Conseil national, qui va permettre l'appropriation et le développement de ces pratiques numériques, de ces usages, mais moi, tout ce dont le Conseil de l'Ordre va être le plus vigilant là-dessus, je terminerai là-dessus, c'est de conserver ce qui fait finalement le cœur du métier infirmier et c'est l'humanité du soin. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et j'espère pas avoir été trop long, pas me faire taper sur les doigts. Non, mais merci beaucoup, Patrick. Et on voit bien que c'est le début de quelque chose et que la télésanté fait aussi partie d'un grand tout numérique, mais d'un grand tout soin, et que c'est une façon différente d'exercer nos métiers, de porter nos valeurs. C'est pas des nouvelles valeurs, c'est pas de nouvelles choses, c'est une façon différente de faire notre métier, de porter nos valeurs. Et justement, je pense que ça fait bien la transition avec la deuxième partie, avec les 2 présidentes de la Société française de santé digitale, donc Nathalie Salle et Lydie Canipel, justement sur l'ère du parcours coordonné, alterné, pardon, et ça nous permet de faire la suite. Et je prendrai les questions à la fin. Je vais faire une petite introduction pour te donner la parole, Lydie. D'abord, pour vous remercier à tous d'être si nombreux ce soir à vous être connectés. Nous sommes vraiment très, très touchés de vous avoir avec nous ce soir et j'ai envie de dire que l'ensemble de la Société française de santé digitale est touchée et ravi de vous avoir aussi nombreux. Vous le savez, la Société française de santé digitale a un ADN pluriprofessionnel et pluridisciplinaire et elle porte depuis des années
depuis 2008, je crois, si je ne me trompe pas, les valeurs de cette santé digitale humaine dont a parlé Patrick Chamboredon, c'est-à-dire une santé digitale tournée vers l'humain. Elle s'est battue donc depuis plus de 10 ans pour mettre ce digital au service de cette médecine humaniste et pour donner naissance à ce que l'on voit aujourd'hui apparaître, le télésoin. Et ce soir, c'est un grand jour. Nous allons vivre ensemble ce moment très fort, un moment qui va être chargé d'émotions. Et pour nous, c'est vraiment un moment très, très, très chargé d'émotions. Et le rideau va se lever pour que le télésoin rentre enfin en scène sous des tonnerres d'applaudissements. Les applaudissements, finalement, de vous tous les acteurs de la santé, tous les auxiliaires médicaux, les pharmaciens, les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les usagers du système de santé, bien sûr, et tous les citoyens. Ce soir, nous allons vivre ensemble cette naissance du télésoin. Et puis, on a envie de dire, là, avec Lydie Canipel, que ce télésoin, c'est finalement ce maillon qui nous manquait et que nous attendions tous de nos voeux et qui va nous permettre de fermer cette boucle du parcours du patient coordonné. Le télésoin va donc ouvrir la porte et permettre à ces 18 auxiliaires médicaux de pouvoir exercer leur métier à distance. Donc, c'est vraiment un moment unique, magique, et vous représentez tous et toutes ce soir l'aboutissement de ce combat. Et nous en sommes très, très fiers, tous ensemble ici connectés. Et on a aussi envie de dire que c'est grâce à vous tous que le télésoin voit le jour aujourd'hui, grâce à votre intelligence collective, à votre vision sanitaire du numérique, votre vision numérique du parcours de soins. Et nous avons entendu votre voix, la voix du terrain, comme on aime à le dire. Et grâce à vous, on a pu intégrer très tôt la place du numérique dans vos pratiques professionnelles. Et comme on aime à le dire aussi avec Lydie Canipel, on aime beaucoup ce proverbe africain, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va bien plus loin. Et c'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est le cas aujourd'hui. Et on est maintenant dans cette réalité des pratiques. Et on va maintenant, avec la Société française de santé digitale, vous accompagner pour pouvoir exercer ces nouvelles pratiques professionnelles, mais aussi pouvoir finalement être en lien avec les citoyens, les éclairer sur l'intérêt du télésoin et préparer aussi ce système de la santé à l'arrivée, à l'installation de l'intelligence artificielle dans nos pratiques quotidiennes. Pour finir, avant de donner la parole à Lydie Canipel, je voudrais dire un mot spécial à Lydie Canipel. Vous pouvez tous écouter. Je voudrais la féliciter parce que je crois que sans son engagement et son travail acharné depuis, elle le dira mieux que moi, mais j'ai envie de dire plus de 10 ans, nous n'en serions pas là ce soir. Ça fait donc plus de 10 ans qu'elle sème ces petites graines de la réussite du télésoin. Un télésoin qu'elle a voulu clinique, éthique et centré sur le parcours du patient, c'est réussi. C'est ça qu'on voit apparaître et c'est ça qu'on va avoir aujourd'hui et bientôt dans nos pratiques. On peut dire ce soir qu'elle a été visionnaire et que le télésoin lui doit littéralement sa naissance. Voilà, donc avant de terminer, je vais lui poser une question à ma petite Lydie Canipel. On entre dans l'ère du parcours coordonné alterné. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi coordonné? Ça veut dire quoi alterné? Alors, après ce petit clin d'œil, c'est une bonne question, Nathalie. C'est quoi un parcours, en fait, alterné? Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on y réfléchisse ensemble. Et on va y réfléchir comment? On va faire un peu d'historique ensemble. Et je vais vous parler d'un temps, c'est pas où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais où le télésoin n'avait même pas de nom. On l'appelait accompagnement, on l'appelait télécare. Mais c'est ce temps-là qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir exercer en toute sécurité le télésoin. On oublie souvent que les étages d'une maison ne sont solides, ne tiennent debout que s'il y a eu des fondations qui sont solides. Alors, vous savez, le télésoin, en fait, ce n'est pas du tout nouveau. 2007, je vous parle, 2008, les premières équipes qui exerçaient le télésoin sont apparues. Alors, vous allez me dire, mais dans quel état d'esprit ils étaient? Dans quelle démarche? On allait tellement à l'encontre, j'allais dire, de la vague qui était le présentiel et qui était extrêmement solide. Et bien, c'était celle de novateurs qui avaient dans leur tête, d'expérimentateurs, qui avaient compris très tôt que le digital
l'histoire était en marche, c'était inéluctable et que le digital allait être au service d'une santé, mais d'une santé, d'une médecine et d'un soin humaniste. Mais on avait une croyance dans nos têtes. Et cette croyance, c'était que le télésoin ne pouvait pas être un exercice dégradé ou par défaut, comme on l'a vu trop dans l'urgence ces derniers temps. Mais ce n'était pas le tout de l'avoir dans nos têtes. Il fallait qu'on le prouve. Et puis est arrivé 2009, un grand moment, la loi HPST, qui a introduit la télémédecine. Et elle a introduit un autre texte, entre autres pour les infirmiers, qui était très important, qui a été la délégation de tâches. L'article 51 qui est apparu très, très, très tôt, vous verrez, dans ces organisations de télésoins et dans ces organisations pluriprofessionnelles. Alors, il nous fallait prouver l'efficacité de ces prises en charge à distance versus une prise en charge conventionnelle. Ce n'est pas le tout d'avoir une idée, mais au fond, est-ce que ça marche ? Et est-ce que c'est en toute sécurité? Et comment nos patients vont-ils le vivre? Parce que c'était ça l'essentiel. Allions-nous être aussi efficaces qu'on l'était en fait en présentiel? Alors on s'est d'abord demandé au fond, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable de prendre en charge à distance des patients? La réponse de toutes les études ont été immédiatement oui. Mais on a très vite compris que la télémédecine en fait était une niche purement médicale. Et en fait, dans le parcours du patient et dans la prise en charge de nos patients, il nous manquait un bras. Et ce bras, c'était celui des autres professionnels de santé à travers le télésoin. Alors, à partir de là, on a fait naître les premiers parcours coordonnés. Et ces premiers parcours coordonnés ont très vite vu que toutes les organisations gagnantes étaient pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires. Parce que le fait d'être à distance permettait d'ouvrir lors d'une consultation à d'autres acteurs et à d'autres, j'allais dire, soignants aussi autour de ça. Et ce qu'on a compris aussi très vite, c'était le rôle du patient. Rien ne pouvait se faire sans un patient informé, sans un patient motivé, sans un patient, j'allais dire, qui avait envie. Pour ça, on a pris le temps, les équipes, de l'informer, ce qu'on ne fait pas suffisamment souvent à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est en l'informant, bien sûr, qu'on obtenait son consentement, mais surtout, c'était le moment privilégié où on prenait la décision ensemble de réfléchir ensemble à un parcours coordonné entre présentiel et distanciel. Et on avait, à partir de là, la bonne vision du bon parcours pour le bon patient avec le bon soignant, en quelque sorte. Et vous savez, les patients, quand vous les prenez en charge comme ça et que vous bougez aussi leurs habitudes, très vite, ils expriment, eux, quand est-ce qu'ils ont envie d'être en présentiel, quand est-ce qu'ils ont envie d'être en distanciel, très vite. Et on est très étonnés parfois aussi qu'ils demandent même plus souvent que nous, on le pensait nous-mêmes. Et puis, ils nous disaient aussi, à travers toutes ces études cliniques, qu'ils se sentaient plus écoutés à travers un écran, que leur professionnel de santé leur semblait encore plus attentif que de normal. Et puis, de l'autre côté, ils nous disaient aussi, ce qui est super, c'est qu'entre deux sessions présentielles, on pouvait réinjecter de la proximité, surtout dans le suivi des pathologies chroniques où ils se sentent souvent très seuls, pour certains, pas tous, hein, et on réinjectait de la proximité et qui était extrêmement appréciée par les patients. Et les professionnels de santé, quel chemin ont-ils fait? Eh bien, ils ont fait d'abord le premier chemin qui, d'un professionnel de santé à l'autre, était vécu différemment, qui est le chemin de ce qu'on appelait à l'époque le deuil du face-face. Et ça, pour certains, c'était extrêmement difficile. Et pour d'autres, ça paraissait très simple. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, et c'est en exerçant, que tous y adhéraient. Et on voyait petit à petit l'enthousiasme se mettre en place. Et on les voyait même exécuter des soins qui, au départ, ils ne pensaient même pas qu'ils auraient pu le faire à distance. Et petit à petit, avec leurs patients, ils avançaient, ils cheminaient et ils s'appropriaient, j'allais dire, ce télésoin. Alors, tout ça a été validé. C'est pour ça que c'est important que vous le sachiez. À travers différentes études cliniques qui étaient souvent, c'est vrai, dans le suivi des pathologies chroniques, mais très vite, les kinésithérapeutes
ont fait leurs propres études dans, par exemple, le post-AVC, les audioprothésistes, les diététiciens. On a vu apparaître tous ces corps de métier, ces 18 corps de métier qui, aujourd'hui, sont prêts à exercer le télésoin. Alors, vous allez me dire, mais pas d'outils. Pour une fois, on ne nous parle pas d'outils, on nous parle que de pratiques professionnelles. Mais bien sûr, on a testé les outils. La seule leçon que l'on a gardée en testant ces outils, c'est qu'il fallait sans cesse les faire évoluer pour qu'ils soient au service des usages. Et ce n'était pas à nous, professionnels de santé, de prendre un chausse-pied pour rentrer dans un outil et changer nos pratiques, parce que l'outil ne nous offrait pas les fonctionnalités dont on avait besoin pour bien exercer notre métier. Et ça, c'est une exigence que l'on a eue et qu'il vous faut avoir quand vous choisissez un outil. Donc, en conclusion, pour ne pas dépasser mon temps qui m'est imparti, quels sont les enseignements? On a retenu qu'en fait, on soigne, on a validé que l'on soigne aussi bien à distance qu'en présentiel, et même parfois sur certains indicateurs, on peut soigner mieux. On a validé une grande satisfaction patient, on a validé une grande satisfaction soignant, on a validé tous les bénéfices du patient, les bénéfices aussi du soignant, qui, ça va peut-être vous étonner, gagne en temps quand il est rodé et dans son organisation avec du télésoin. Les bonnes pratiques cliniques ont émergé et ont été validées, ont été vécues, j'allais dire, quel que soit, mais tous à l'unanimité, on a dû bouger dans nos têtes, on a dû bouger nos cerveaux qui n'étaient pas préparés à ça. Nos études ne nous avaient pas préparés à ça. Et on a dû bouger notre approche patient dans sa prise en charge et de ne plus être tout en présentiel, mais pour chaque patient, se poser la question en fonction de mon objectif de soin, qu'est-ce que je peux faire de façon plus efficace entre présentiel et distanciel. Le tout distanciel n'est pas non plus pertinent et c'est bien un parcours alterné. Et à la SFSD, on rajoute personnalisé, car c'est quelque chose qui se fait dans une décision partagée avec son patient et alterné. Et c'est ça la bonne réponse aujourd'hui que l'on peut vous affirmer sur des preuves cliniques qui ont été validées, publiées et qui sont à votre disposition. Merci beaucoup Lydie, merci beaucoup Nathalie. Maintenant qu'on a on va dire le pourquoi, ce que peut nous apporter le télésoin et les conditions, parcours alterné, discussion, coordination entre les soignants, il y a aussi la question et concrètement, si demain je veux me lancer, comment je fais? Et donc pour traiter aussi cette question-là, je laisse la parole à Leïla Damani et Jean-Yves Arnaud pour nous parler du livre blanc que mettra bientôt à disposition la SFSD. La semaine prochaine. La semaine prochaine, merci Lydie pour la date. Merci Yann, merci Lydie. Oui, merci d'être si nombreux ce soir. Je travaille donc avec Yann-Maël Ledouin dans le collège Télésanté de la SFSD. Et très vite, la première question qui nous est venue, c'est comment on fait concrètement pour aider les professionnels de santé, pour les accompagner à exercer au quotidien le télésoin. On voulait produire quelque chose qui soit utile au quotidien, qui leur permette de s'approprier les usages et de les rendre périns dans le temps. Alors, pour ça, on a créé en premier lieu un groupe de travail qui se voulait profondément pluridisciplinaire, donc composé de nombreux professionnels de santé, avec des infirmiers, des orthophonistes, des kinés. Il y a aussi des professionnels de santé qui exerçaient la télémédecine, qui ont rejoint ce groupe aussi, des médecins, des sages-femmes, des chirurgiens dentistes. Et l'idée, c'était de réfléchir ensemble à un livrable qui serait clairement utile pour se lancer dans le télésoin, pour répondre aux questions pratiques quand on veut monter un projet de télésoin. Évidemment, l'ensemble des intervenants de ce groupe de travail ont été aidés dans la réalisation de ce livrable qui est donc un livre blanc qui paraîtra la semaine prochaine par tous les yeux experts de la SFSD, médecins, infirmiers, ingénieurs, juristes, sociologues qui ont tous travaillé à la création de ce livrable, relu et implémenté
l'ensemble des écrits que vous retrouverez dans ce livre blanc. Parce que pendant la pandémie qu'on a connue, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de professionnels de santé qui avaient mis en place des projets de télésoins dans l'urgence, un petit peu sans aide et rapidement. Et l'idée, c'était évidemment d'avoir un retour d'expérience, mais aussi de prendre un petit peu de hauteur avec ce qui s'est passé pendant la période pandémique et de reposer les fondements de la création d'un projet de télésoins. En prenant le temps de se poser les bonnes questions. Et du coup, on est parti sur des interviews de ces professionnels de santé qui avaient mis en place des beaux projets de télésoins qui ont fonctionné, souvent mis en place pendant la période de crise, d'autres qui l'avaient mis en place avant la période de crise, dans le but commun de les questionner sur les freins à la mise en place de leur projet, au contraire les moteurs, qu'est-ce qu'ils pouvaient recommander à leurs confrères, et cela en fonction de leur profession de santé. Merci Orlane. Et donc du coup, dans ce livre blanc, vous allez retrouver 6 interviews de professionnels de santé différents, donc d'une ergothérapeute qui nous raconte comment elle a mis en place son projet. De manière très pratique, vous aurez des conseils, des anecdotes sur l'ensemble de l'écosystème de ces professionnels de santé. Donc sur l'ergothérapie, on a interviewé une infirmière libérale qui a mis en place du télésoin pendant la période épidémique et qui a continué et pérennisé ensuite son activité. Et elle nous explique comment. Une infirmière stomatothérapeute, donc elle qui a mis en place son télésoin au sein d'établissements de santé, donc en pluridisciplinarité, avec d'autres professions, comment on s'organise de manière pluripro et justement avec ce parcours alterné dont parlait bien Nathalie et Lydie tout à l'heure. On a un masseur kinésithérapeute qui a fait son retour d'expérience aussi. Et vous verrez, c'est très drôle parce qu'il nous apporte vraiment des détails pratiques qui vous serviront qui vous serviront au quotidien, on espère, les kinés, pour mettre en place du télésoin dans votre pratique. Une orthophoniste aussi, avec des détails cliniques sur quel type de patient, sur des détails pratiques au niveau des caméras, comment filmer, quoi filmer, parce qu'en fonction des différents bilans, il y a ces différentes techniques. On a interviewé aussi un pharmacien qui a mis en place des bilans de médication à distance avec ses patients, qui étaient très intéressants. Donc, vous voyez l'éventail des professions de santé représentées ici ne reflète pas l'ensemble des professions de santé du télésoin, parce qu'il y en a 18. Donc, c'est un travail en cours qui sera bien sûr complété. On sera ravis de recueillir d'autres témoignages si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours rejoindre nos groupes de travail à la SFSD. À savoir qu'il y a aussi un but pédagogique dans ces interviews sur des définitions bien précises du télésoin, notamment au niveau des infirmiers et des pharmaciens. On peut en retrouver quelques petites notions de lexique ou une confusion, par exemple, qui est souvent faite entre les téléconsultations accompagnées, où l'infirmier et le pharmacien sont aux côtés du patient avec un médecin à distance qui réalise le soin. Là, ça s'appelle de la téléconsultation accompagnée et pas du télésoin. On parle de télésoin vraiment quand un des professionnels de santé parmi les 18 professions du télésoin est à distance de son patient. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui ressortiront des interviews. Et ensuite, à la suite des interviews, on a publié 10 préconisations pour mener à bien son projet de télésoin, de manière collégiale avec tous les experts de la SFSD. On a synthétisé en 10 préconisations. Le premier sur bien définir son objectif de soins. Ce qui est hyper important, c'est de savoir quel est votre objectif avant de vous lancer dans la création d'un projet de télésoin, avec quel type de patient pour réaliser quels soins, et de réfléchir à ça en amont d'une réflexion plus technique, on va dire.
Ensuite, on a une partie sur évaluer l'éligibilité du patient. Et ça de manière très pratique, d'accord, en fonction des professions de santé et de ce que vous voulez mettre en place au niveau du télésoin. Une partie sur informer et obtenir le consentement du patient. Pourquoi c'est important? Quand on informe un patient, qu'est-ce qu'on lui dit? Quelles sont les informations qui sont importantes à lui transmettre avant de réaliser un parcours alterné entre du présentiel et du distanciel? Pourquoi ça peut s'arrêter à tout moment, pourquoi c'est important de continuer à informer son patient au décours de ce parcours alterné. Ensuite, on a une préconisation sur prendre avec le patient une décision partagée et construire ensemble ce parcours alterné. Qu'est-ce que ça engage de la part du patient, de la part du professionnel de santé? Qu'est-ce que ça engage au niveau de l'organisation de ce parcours alterné? Former les acteurs de santé, une préconisation sur la formation. C'est très important de se former soi, de former ses équipes quand on travaille en pluridisciplinarité, notamment dans des projets de télésoins. Quels sont les champs dans lesquels la formation est importante au-delà du soin? Comment choisir un outil accessible à tous? Alors, comme disait Lydie, la question de l'outil est redondante. Souvent, c'est la première question qu'on se pose. Et là, on insiste au niveau de notre société savante pour bien comprendre que voilà, l'outil doit s'adapter à votre pratique et pas l'inverse. Dans ce livre blanc, vous n'aurez pas de liste d'outils. Si c'est ce que vous cherchez, il n'y a pas de liste d'outils, mais par contre, vous aurez un éventail de fonctionnalités qui peuvent s'adapter ou non à votre pratique en fonction de ce que vous nécessitez de faire en télésoin. Et aussi... Timekeeper, ok. Organiser le télésoin, travailler en équipe pluripro voilà, le reste, j'en ai déjà parlé. Ce sont des préconisations que vous verrez. Je laisse la parole à mon confrère... Monsieur Arnaud, qui faisait partie de ces groupes de travail. Voilà, bon, moi j'ai souhaité intégrer ce groupe de travail parce que dans ma mission actuelle, j'avais des professionnels de santé qui avaient une énorme frustration de ne pas pouvoir participer à la prise en charge distancielle, qui voulaient y participer. Donc, j'ai voulu intégrer ce groupe de travail. Et pour apporter un peu ma vision très pragmatique, parce qu'un projet de télésoin, c'est un projet avant tout de soins, ce n'est pas un projet technologique, il faut rester pragmatique, il faut rester proche du patient, centré sur le patient. Et c'est ce qu'on a voulu et c'est ce que j'ai souhaité qui transparaisse dans ce livre blanc. Votre réflexion, elle doit être d'abord sur le patient, ses besoins, ce que vous pouvez lui apporter en distanciel et pas commencer à acheter un outil et vous adapter. C'est ce que disait très bien tout à l'heure Madame Canipel, ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut envisager le télésoin. Ce télésoin va permettre sur nos territoires ruraux de pouvoir trouver d'autres ressources, que ce soit des ressources professionnelles libérales au profit de patients à domicile, mais également des professionnels libéraux au profit des institutions médico-sociales qui travaillent déjà avec ces professionnels-là. C'est l'opportunité de construire sur nos territoires des filières de soins identifiées sur les professionnels médicaux au sens large. Donc, c'est pour ça que ce télésoin est je dirais presque une arme précieuse pour nos territoires dans l'arsenal de la prise en charge de nos patients. Voilà. C'est mon témoignage que je voulais amener ce soir. Je suis très content que le livre blanc sur le télésoin apparaisse, que le télésoin soit enfin paru pour nos professions paramédicales. Et je m'en réjouis et j'espère que vous serez nombreux à vous lancer dans cette aventure qui est enrichissante professionnellement pour le professionnel, mais également crée des liens assez inattendus avec le patient et son entourage quand notamment le professionnel est en institution et qu'il découvre le patient dans son milieu de vie habituel.
J'ai vécu cette expérience-là la semaine dernière, où on a fait notre première téléconsultation de télésoins en milieu rural avec un professionnel de santé qui était en institution et qui découvrait le patient dans son environnement habituel, voilà. Et c'était vraiment très enrichissant des deux côtés. Voilà. Donc, vive le télésoin et lancez-vous, n'ayez pas peur. Merci énormément pour votre participation, pour tout ce que le groupe de travail a pu apporter pour ce livre blanc qu'on souhaite le plus complet et le plus concret possible, et qui a été une rencontre entre justement ce groupe de travail, l'expertise, le vécu de terrain et toute l'expertise qu'a pu apporter la SFSD pour avoir un livre blanc qui se veut à la fois très concret et qui vous donne aussi toutes les bases nécessaires pour se lancer et bien se lancer avec à cœur la qualité, la sécurité du télésoin et des pratiques. Donc, vous pourrez le retrouver, parce que c'est une des questions dans le chat, à partir de la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, Lydie, sur le site de la SFSD. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai mis dans les chats là. Donc, il sera sur le site. Ceux qui veulent laisser leur adresse mail, Orlane se fera un plaisir de vous les envoyer en direct. Et n'hésitez pas à nous aider à le diffuser, c'est-à-dire réseaux sociaux, à relayer l'information partout et à chaque fois que vous le pouvez. Et plus de professionnels de santé se l'approprieront. Voilà. Et comme toujours à la SFSD, on ne fait pas que publier un livre. S'il y a des questions dans le livre qui vous paraissent nébuleuses, que vous ne savez pas, nos mails sont ouverts, responsable.com, vous avez le mail, elle vous l'a mis, Orlane, et elle l'envoie au bon expert qui répond à votre question. On est là pour vous accompagner. On va donc passer à la suite. Alors, on garde toutes les questions, on y répondra à la fin. Pour la majeure partie des questions, on les note bien et donc on ne vous oublie pas. Et si on n'a pas le temps à la fin, on essaiera de vous répondre par d'autres moyens. Je vais passer la parole à Lina Williat, donc vice-présidente de la SFSD, pour un autre sujet qui est le décryptage de ce fameux décret, ce fameux arrêté qui donne le coup d'envoi de ces nouvelles pratiques. Comment l'interpréter et comment techniquement on s'en sort avec et comment ça va impacter la façon dont le télésoin va se déployer. À toi, Parfait, merci beaucoup Yann-Maël. Bonsoir à tous. Alors effectivement, et merci aux précédents orateurs qui ont donné le cadre et tout le potentiel que va apporter le télésoin dont on avait véritablement besoin, surtout que ça répondait aussi à une incompréhension des acteurs terrain, parce qu'on parlait de télémédecine et on s'est rendu compte que d'un point de vue réglementaire, la télémédecine était effectivement en fait la pratique, une forme de pratique médicale qui ne pouvait être portée que par des professions médicales et qui, au sens du Code de la santé publique, ne concerne que, vous le savez, les chirurgiens dentistes, les médecins, toutes spécialités confondues, mais aussi les sages-femmes. Aujourd'hui, le télésoin, c'est donc une forme de pratique du soin qui utilise les technologies de l'information et de la communication et qui est proposée donc aux auxiliaires médicaux et aux pharmaciens, c'est-à-dire les professionnels de santé qu'on aime aussi appeler les paramédicaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les paramédicaux, comme les professions médicales, ont aussi leur texte qui les autorise à pratiquer le soin à distance. Alors, ça, c'est une précision juridique qui est importante, puisqu'on voit bien que finalement, comme le disait très bien tout à l'heure Lydie, le professionnel, donc l'auxiliaire médical, le pharmacien, va aussi pouvoir proposer ses soins à distance en utilisant les technologies de l'information et de la communication. C'est vrai, mais c'est aussi une façon pour eux de faire ce qu'on appelle les parcours de soins alternés, c'est-à-dire de coopérer avec aussi les professions médicales, tout ça dans l'intérêt du patient. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Alors, vous le voyez, je ne vais pas les reprendre, repris les définitions de vocabulaire telles qu'aujourd'hui sont intégrées dans le Code de la santé publique. Je voudrais également, pour être la plus juste possible, vous dire que ce télésoin donc, a été, comme le disait Lydie, s'est vu donner sa base légale en 2019, qu'on attendait impatiemment, comme nous l'avait annoncé le législateur, le décret, à l'instar de ce qui avait été fait pour la télémédecine avec le décret de 2010, on attendait impatiemment le décret qui allait nous donner des éléments d'information sur les conditions de mise en œuvre
concrète et opérationnelle du télésoin. Ce décret, il s'est fait attendre et on veut bien voir les slides suivantes, s'il vous plaît, Orlane. Alors là, voilà, donc on a fait la liste de ce qu'on entend effectivement par auxiliaire médical et pharmacien. Donc là, on va passer vite, mais on va aller, voilà. Donc ce décret, il s'est fait attendre. Pourquoi? Parce que, slide suivante, entre deux, ce qui s'est passé, c'est la crise Covid-19. Et donc, cette crise Covid, vous le savez, a été gérée par des mesures d'urgence qui ont justifié effectivement des mesures dérogatoires qui ont autorisé le télésoin dans un contexte dérogatoire. Et ce contexte dérogatoire que vous voyez affiché, je me suis amusée à reprendre l'ensemble des textes qui ont été effectivement applicables, notamment au télésoin. Vous voyez bien, ils sont nombreux, mais ces textes n'ont fait que l'objet d'une parenthèse. Ils sont sur le point effectivement de disparaître. Donc, le côté éphémère étant dû au fait que les mesures d'urgence sanitaire vont effectivement prendre fin. Et comme elles prennent fin et qu'on a tiré profit aussi de la pratique du télésoin pendant cette crise, eh bien, désormais, on vous propose un cadre réglementaire beaucoup plus pérenne. C'est effectivement celui qui fait l'objet de notre webinaire ce soir, le décret du 3 juin et l'arrêté du 3 juin 2021. Pour faire clair, tout ce que vous avez vécu pendant la crise Covid 2019 autour du télésoin va disparaître et maintenant votre référence réglementaire sera bel et bien ce décret du 3 juin 2021 accompagné de son arrêté du 3 juin 2021. Alors, que nous disent ces textes? Quelle est la différence finalement? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qu'il nous faut retenir? Alors, la première, alors je veux bien effectivement qu'on passe les slides, on peut aller directement à la slide 16, Orlane, merci. La première chose, c'est que ce décret du 3 juin 2021 ne concerne pas uniquement le télésoin. Et ça, c'est vraiment important pour le décryptage des textes. Ce décret du 3 juin 2021 concerne aussi quelques modifications du décret du 19 octobre 2010 qui s'applique, comme vous le savez, à la télémédecine. Parmi les modifications, nous en noterons deux. La première, on l'a mis dans le chat, la définition de l'acte de téléexpertise a été revue. On a effectivement élargi la téléexpertise aux professionnels de santé. Je m'explique. Avant le 3 juin 2021, ne pouvaient solliciter l'acte de téléexpertise que les professionnels médicaux envers des experts qui étaient eux-mêmes des professionnels médicaux. En gros, c'était l'affaire des professions médicales. Depuis le décret du 3 juin 2021, les professionnels de santé, que sont notamment les auxiliaires médicaux et les pharmaciens, eux-mêmes peuvent aussi solliciter, via la téléexpertise, d'autres professionnels médicaux. Donc, c'est-à-dire qu'un infirmier, puisque c'était une question qui était posée, peut effectivement solliciter l'expertise d'un médecin. Mais attention, on va devoir effectivement, la pratique va nous l'apprendre, dans quel cadre ça va être possible? Est-ce que c'est dans le cadre d'un parcours de soins qui aurait été préalablement défini? Puisque je vous rappelle que quand même, il faut respecter la notion de parcours de soins classique. Est-ce que l'infirmier doit pouvoir passer par le médecin traitant pour solliciter le médecin expert? Ça, c'est des questions qui vont effectivement devoir être gérées, notamment par notre société savante. Néanmoins, le professionnel de santé va pouvoir effectivement avoir accès à la téléexpertise. Ça, c'est une modification importante. La deuxième modification importante, en tout cas, qui a attiré l'œil du juriste, c'est que vous vous souvenez tous du décret du 19 octobre 2010 qui imposait une obligation réglementaire spécifique quant à l'information et au consentement du patient à qui vous proposiez une prise en charge via la télémédecine. Cette obligation qui était prévue dans le décret du 19 octobre 2010 disparaît via le décret du 3 juin 2021. Faut-il en déduire que vous n'avez plus à informer et à recueillir le consentement du patient quand vous proposez une prise en charge par la télémédecine et partant aussi par le télésoin? Eh bien non, puisque finalement, cette obligation d'information et de recueil de consentement est fusionnée avec l'information que vous devez au patient et qui est applicable depuis la loi du 4 mars 2002. Je m'explique, ça rentre dans l'obligation plus générale de l'information que vous devez au patient et du recueil du consentement que vous devez effectivement obtenir. Ce qui veut dire concrètement que vous devez toujours
une information au patient, celle-ci va simplement être globalisée sur le devoir général d'information que vous avez à l'égard de votre patient. Alors, j'ai conscience que ça n'est pas aisé à comprendre. La seule chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que ça n'est pas parce que le décret du 3 juin 2021 à supprimer l'article qui venait vous obliger à recueillir un consentement express du patient sur la pratique de la télémédecine et donc du télésoin, que pour autant cette obligation disparaît. Elle ne disparaît pas, elle est toujours présente, mais elle rentre dans le devoir général qui est dû d'information que le professionnel de santé doit au patient, surtout quand il utilise la télésanté. Donc ça, c'est un point important que vous devez avoir en tête. Pour le reste, et pour la pratique du télésoin, donc là, on peut passer à la slide suivante, si vous voulez bien, Orlan. Voilà. En fait, il n'y a pas de grand changement, c'est-à-dire que même si l'arrêté du 3 juin 2021 ne nous donne pas plus d'informations sur les conditions opérationnelles du télésoin. Alors, si cet arrêté ne le fait pas, c'est simplement parce qu'il reprend ce qui a été fait dans le décret du 19 octobre 2010. Les obligations sont les mêmes. Donc, on distingue toujours les obligations qui relèvent du porteur de projet de télésanté, que ce soit télémédecine ou télésoin, et celles qui relèvent de l'acteur, celui qui pratique réellement le soin. Ça peut être les mêmes personnes, hein. Donc, il faut toujours veiller au respect de la confidentialité du soin à distance, toujours veiller au respect des droits du patient, toujours veiller au respect de la donnée qui va être générée, donc faire appel à des hébergeurs de données de santé certifiés, respecter les référentiels de sécurité et d'interopérabilité, respecter donc le secret professionnel, donc vous pouvez le lire aussi bien que moi. Donc, on peut passer à la slide suivante, avec toujours effectivement ce point important concernant ceux qui pratiquent le télésoin ou la télémédecine, les obligations sont les mêmes, de toujours veiller à ce qu'on ait un compte-rendu dans le dossier médical du patient. Alors, concernant le télésoin, le décret est allé un peu plus loin parce qu'il est venu dire effectivement que le compte-rendu pouvait être fait à chaque fin de soin, de télésoin, ou pas forcément, si ce n'est pas utile, à chaque fin de soin, ça peut être au terme d'une activité de soins, c'est-à-dire d'une série de soins. Donc ça, effectivement, c'est bien puisque ça a été adapté au télésoin. Ensuite, dernière chose, par contre, et c'est ce surpoint-là que je vais terminer et passer la parole, c'est qu'en revanche, l'arrêté du 3 juin 2021, puisque ça fait écho à une question qui a été posée dans le chat. Quels sont finalement les soins qui sont éligibles au télésoin et quels sont ceux qui ne le sont pas? Eh bien, l'arrêté ne donne pas de réponse à cette question. Par contre, il vous donne des critères de décision, puisqu'il faut savoir qu'il appartiendra à l'auxiliaire médical et au pharmacien de déterminer lui-même la pertinence du soin qui est éligible au télésoin. Donc, cette pertinence, elle va se faire en fonction de deux critères. Un, est-ce que le soin nécessite un contact physique, une présence du patient auprès du professionnel de santé? Si oui, c'est-à-dire si le contact physique est indispensable, alors ce soin n'est pas éligible au télésoin. On pense par exemple aux masseurs kinés qui ont besoin parfois de manipuler le membre. Donc ça, on a besoin d'un contact physique. Eh bien, cette manipulation n'est pas éligible au télésoin. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère qui nous est donné par l'arrêté, c'est est-ce que le soin qui doit être prodigué au patient nécessite un équipement spécifique qui n'est pas disponible auprès du patient. Si ça nécessite effectivement un équipement donc spécifique, alors le soin ne peut pas être proposé au télésoin, il doit forcément être réalisé sur site physique. Donc, on vous donne des critères de décision, mais à la fin, la décision, c'est vous qui la prenez. Oui, c'est éligible au télésoin, non, ça ne l'est pas. Et en fonction, bien sûr, de ces deux critères, ce qui, d'un point de vue juridique, nécessite aussi que vous soyez en capacité de justifier, de tracer les raisons pour lesquelles vous avez décidé que c'était éligible ou pas. Ça, ce sont les critères qui sont donnés par les arrêtés. Et comme ça a été très bien dit tout à l'heure, la HAS a eu l'occasion de nous donner, bien avant d'ailleurs que le décret et l'arrêté ne sortent, donc de nous donner effectivement quelques éléments d'information qui nous aident aussi à déterminer en plus de la pertinence, l'éligibilité du soin
aux télésoins. Et je vous invite effectivement à consulter la fiche qualité et sécurité du télésoin du 3 septembre 2020 qui a été largement commentée dans le livre blanc qu'on va vous proposer effectivement, commenter et aussi discuter avec les acteurs de terrain. Et parmi effectivement les critères qui sont proposés à l'éligibilité, vérifiez par exemple que le patient est bien à qui vous allez proposer un télésoin parce qu'on considère que le télésoin est pertinent par rapport à sa prise en charge, que le patient est bien sur une zone couverte par un réseau qui est fiable, que le patient soit aussi doté d'une autonomie physique qui lui permette d'accéder lui-même au dispositif qui lui permettra d'avoir accès aux télésoins, ou si ça n'est pas le cas, est-ce qu'il peut être accompagné par une personne qui va l'aider. Voilà, je vous laisserai effectivement découvrir les différents critères d'éligibilité proposés par la HAS et repris dans notre livre blanc. Donc, ce que je voudrais juste souligner pour terminer, c'est que la pertinence de l'acte, elle est bien décidée par le professionnel de santé et c'est bien lui qui va pouvoir effectivement déterminer si, oui ou non, le patient est éligible à cet acte qui va être donc proposé par télésoin. Voilà donc pour le décryptage rapide de ce décret du 3 juin 2021 et de cet arrêté du 3 juin 2021. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été à l'initiative de ces textes qui étaient très attendus, en tout cas par nous, depuis effectivement plusieurs mois. Merci beaucoup, Lina, parce que c'est un exercice assez compliqué de réussir à décrypter des textes réglementaires et législatifs. C'est souvent pas simple à lire et à comprendre. Donc, merci beaucoup pour ce décryptage très clair. Et je voudrais, avant de passer à la session de questions-réponses, il y a beaucoup de questions dans le chat et merci beaucoup, donner la parole à Alexandre Mathieu Fritz sur la partie impact sur les évolutions des pratiques que vont avoir justement ces nouveaux, le télésoin, grâce à cet arrêté et à ce décret. Merci beaucoup Yann Maël. Merci également à tous les précédents orateurs qui nous ont fait bénéficier de leurs éclairages, de leur lumière. Alors, je vais essayer à mon tour de délivrer un nouvel éclairage et il s'agit ici de l'éclairage du sociologue et notamment du sociologue du travail. Et je vais me baser sur tout un ensemble de résultats de recherche sur la télémédecine et la télésanté pour éclairer la question des usages, des évolutions des pratiques professionnelles avec le télésoin, donc des effets des pratiques du télésoin sur les pratiques professionnelles. Alors, une des questions cruciales, un des enjeux du télésoin, c'est l'engagement des professionnels concernés dans les pratiques de soins à distance. Les évolutions des pratiques professionnelles en lien avec le télésoin sont importantes et complexes. Et si on souhaite développer les télésoins, eh bien, il faut absolument ne pas négliger ces évolutions. Il faut les prendre en compte, il faut les étudier, il faut les comprendre. Alors, comment faire en sorte que des professionnels qui n'ont jamais pratiqué le télésoin, au moins, essayent celui-ci, puis s'engagent plus durablement dans des pratiques à distance? Tout d'abord, il faut sortir des lieux communs sur la télésanté et le télésoin en particulier. Il faut mettre de côté utopie et dystopie, c'est-à-dire toutes les grandes promesses, qu'elles soient positives ou négatives, qui sont associées aux pratiques à distance. Il faut aussi affronter sereinement la question de la déshumanisation, dont on a parlé tout à l'heure et dont on entend beaucoup parler également dans les baromètres sur la télémédecine notamment. Il faut prendre en compte la crainte de la déshumanisation, mais aussi la déconstruire. Il en va de même de la question de la substitution de l'homme par la machine. D'ailleurs, il est bien question ici de parcours alternés, hybrides, et non pas d'un passage au tout distanciel, comme ça a été souligné tout à l'heure très clairement par Lydie Canipel. Il faut donc évacuer toute pensée manichéenne, a priori. La réalité des pratiques professionnelles est plus subtile, plus complexe, et ne se réduit pas à des oppositions binaires. Alors, c'est vrai que quand on est à distance, eh bien, on est privé de certains gestes techniques, on est privé de certains gestes liés au care. On peut prendre l'exemple de la main sur l'épaule pour apaiser, pour rassurer le patient. Et toute une série de travaux montrent que la dimension humaine, psychosociale de la relation clinique, le care, eh bien, peut reprendre place à distance. Comment? Eh bien, par l'écoute, par l'observation, par la parole, le dialogue, par le développement d'une posture empathique. Et je pense ici à tous les travaux sur les téléconsultations en santé mentale, entre autres, qui montrent qu'il est possible d'instaurer une relation empathique en téléconsultation et de faire place au care à distance. Donc, comment faire en sorte que les professionnels qui n'ont jamais pratiqué le télésoin, au moins essaient le télésoin? Il faut commencer par tordre le cou aux idées reçues. Et pour tordre le cou aux idées reçues, eh bien, il faut former et informer les futurs utilisateurs concernant les caractéristiques et les effets concrets du télésoin.
Il faut dans ce cadre aussi donner la parole aux nouveaux utilisateurs, à ceux qui ont essayé. Il faut absolument les écouter lorsqu'ils nous racontent leurs expériences et essayer de se mettre à leur place. Pourquoi? Parce que, encore une fois, cette expérience est complexe et grandement variable. On observe des variations, alors bien sûr, entre les différents métiers concernés par le télésoin, mais on observe aussi des variations au sein d'un seul et même métier. Une chose est sûre, tous les professionnels cherchent à bien faire leur travail, mais chacun à sa manière, chacun avec son style personnel. Les impacts du télésoin sur les pratiques professionnelles sont multiples et sont vécus différemment par les professionnels concernés. Selon les praticiens, les définitions des pratiques possibles à distance vont ainsi varier, de même que les types de patients concernés. C'est bien pour cela qu'il faut écouter les praticiens, car leurs attentes sont différentes. Il faut les écouter parce que si on souhaite qu'ils s'approprient les nouveaux dispositifs de télésoin, il faut bien que ces dispositifs répondent à leurs attentes en termes de travail. Il faut que ces dispositifs soient suffisamment ajustés à leur définition du travail bien fait, c'est-à-dire un travail qui a du sens pour ceux qui l'exercent. Alors, les différents praticiens vont tout d'abord s'interroger puis se faire des idées de plus en plus précises au fil de leurs usages sur les types de patients pour lesquels le télésoin leur paraît le plus adapté, les types de pathologies et les séquences précises de prise en charge pour lesquelles le télésoin paraît le plus adapté. Alors, de manière générale, il faut bien comprendre que s'engager dans le télésoin, initialement, eh bien, cela consiste à s'engager dans une pratique au statut flou d'un point de vue professionnel. Pour dissiper le flou, les praticiens, généralement, explorent, ils mènent l'enquête. Pour dissiper le flou, ils expérimentent. En expérimentant les pratiques à distance, ils cherchent tous, d'une manière ou d'une autre, à répondre à des questions similaires. Est-il possible de faire du bon travail à distance? Si oui, jusqu'où je peux transposer mes pratiques habituelles liées au face-à-face dans le nouveau cadre d'activité? Nouveau cadre d'activité où je ne peux plus toucher directement le patient, je ne peux plus accompagner ses gestes, ni le sentir, ni le voir de façon rapprochée, ou l'entendre aussi bien qu'en face-à-face. Et s'il est possible de transposer toute une série d'activités à distance, qu'est-ce que cela me coûte au sens large? Qu'est-ce que me coûte cette transposition sur le plan notamment économique, du point de vue de l'achat et de la maintenance du matériel, sur le plan cognitif, en termes d'apprentissage, toute une série de choses qu'on va devoir apprendre pour mener à bien des soins à distance. Qu'est-ce que cela me coûte également sur le plan de l'organisation? On voit très bien à travers les témoignages, notamment ceux qui apparaissent dans le livre blanc, qu'il faut anticiper la mise en place du télésoin, organiser la succession dans le temps d'une séance en présentiel, puis d'une séance en distanciel, etc. Et enfin, qu'est-ce que cela me coûte sur le plan symbolique, c'est-à-dire en termes d'image sociale, puisque la pratique à distance n'est pas encore totalement admise partout et par tous dans le milieu professionnel. Pour favoriser la mise en place du télésoin, il faut, selon moi, aujourd'hui créer ou recréer les conditions d'une expérimentation apaisée. Durant le premier confinement, beaucoup de pratiques à distance ont été mises en œuvre au pied levé, à marche forcée, sans préparation, sans formation ni information. Et le choc a souvent été rude. Les professionnels n'étaient pas préparés aux importants changements de pratique auxquels ils ont dû faire face en passant au distanciel. Ils ont rencontré des problèmes de communication, des problèmes techniques de connexion et des problèmes plus largement pour exercer leur activité professionnelle à distance de façon jugée satisfaisante. Désormais, le maître mot semble être ainsi progressivité. Il faut y aller pas à pas, il faut y aller progressivement, notamment pour réduire le risque d'échec ou de déception. Il ne faut jamais oublier que les toutes premières tentatives d'utilisation des nouveaux dispositifs numériques, notamment en matière de santé, sont fondatrices. Si ça se passe mal dès le départ, les professionnels risquent d'abandonner très rapidement leurs nouveaux usages. Pour que cela fonctionne, il faut veiller à ce que, dans la mesure du possible, les premières tentatives soient jugées positives. Et là, une fois encore, l'information et la formation doivent jouer un rôle très important. Et à n'en pas douter, le livre blanc va faire partie de ces outils de formation et d'information qui seront nécessaires. Enfin, un dernier point, l'évolutivité des usages. Les usages évoluent. Il faut les voir comme des processus. Au début, on teste, on expérimente, on doute. Progressivement, on élabore un point de vue. On cherche à éprouver, à apprécier les limites de ce que l'on peut faire à distance. Ensuite, si ça se passe bien, on construit progressivement la confiance dans sa nouvelle pratique et dans les nouveaux dispositifs. On évolue, on repousse les limites initiales. Progressivement, les usages deviennent de plus en plus sophistiqués et de plus en plus autonomes. Alors, en conclusion, je voudrais dire que si les actes de télésoins suscitent souvent des craintes a priori,
ceci s'avère de l'aveu même de toute une série de praticiens utilisateurs, eh bien, tout à fait adapté pour un vaste ensemble de pratiques soignantes et présente toute une série d'avantages. Pour les patients, ils permettent d'éviter des déplacements, ils représentent un gain de temps, ils facilitent l'organisation des rendez-vous et ils contribuent à l'amélioration de leur qualité de vie. Pour les professionnels du soin, la pratique à distance alimente la capacité à réinterroger les pratiques habituelles, ce qu'on appelle la réflexivité professionnelle, ce retour sur soi que les professionnels font par rapport à leur pratique. L'activité à distance favorise également le partage d'expériences entre pairs, la transmission des savoirs, et ce faisant concourt à l'évolution et à l'amélioration des pratiques, ainsi qu'à l'extension de la gamme des outils et des techniques utilisées. En bref, si je devais parler comme les psychologues du travail, je dirais que les télésoins contribuent à faire vivre le métier ou à faire vivre les métiers des soignants. Enfin, le télésoin permet d'offrir également une prise en charge à des patients pour lesquels les déplacements sont difficiles, voire impossibles, et que les professionnels voient généralement très peu ou trop rarement. Autrement dit, le télésoin offre au moins en partie une solution au problème des déserts soignants, c'est-à-dire des inégalités d'accès aux soins existant entre les patients de différents territoires de santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Lydie Canipel. Lydie, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Non, j'ai vraiment pas grand-chose à ajouter. Déjà, on est en retard sur l'horaire, donc on aimerait répondre à quelques questions. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est toujours mon côté pratique. Ce soir, c'est typiquement déjà, on va très vite, avec une somme, j'allais dire, d'informations. Donc, c'est ce qu'on appelle donner des couches de culture. Ces couches de culture, on va en garder un minimum chacun dans nos têtes. Mais s'il y a une chose à retenir, faites simple, lancez-vous. Et faites simple. Il n'y a pas de risque. De toute façon, même au décours d'un télésoin, vous pouvez très bien dire on ne va pas plus loin et donner un rendez-vous présentiel, ou le patient aussi peut l'exprimer. Donc, essayez, je vous jure, c'est en essayant et c'est en exerçant le télésoin que vous allez y prendre goût, et vos patients aussi, et que plus ça va aller, plus vous serez à l'aise et plus le télésoin va faire partie intégrante de la prise en charge de vos patients. Donc, lavez-vous la tête, j'allais dire, de toutes ces contraintes, de tous ces... On se doit de vous donner cette culture, mais allez-y, lancez-vous. Merci beaucoup, Lydie. Merci à tous pour vos contributions et pour vos interventions. Comme tu le disais, assez riches. Je pense qu'on on l'a tous vu et tous compris. Hein. On est au début de beaucoup de nouvelles pratiques, de nouveaux usages. J'ai aucun doute sur le fait que toutes nos professions réussiront à s'approprier ces nouveaux usages, comme on l'a fait à chaque fois que nos professions, au cours du temps, ont évolué. À chaque fois qu'il y a eu des changements de pratiques, on a réussi à s'adapter, à se les approprier. Donc, j'ai aucun doute qu'on le fera également aujourd'hui. Et on peut le faire, comme le dit Lydie, simplement en se lançant et en apprenant au fur et à mesure et en se posant des questions simples. Simplement, voilà, qu'est-ce que le télésoin peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter à mes patients? Déjà, répondre à cette question, c'est faire un premier pas. Après, on essaye et on l'adopte. Et on le voit d'ailleurs pendant la crise. Hein, c'est la capacité qu'on a tous eu à s'approprier ces usages très rapidement et à les mettre en œuvre. Voilà, on en est capable, on peut faire simple, on peut le faire et je pense que c'est voilà, c'est le moment. Et on essaiera de faire d'autres webinaires parce qu'il y a beaucoup de sujets. On voit, on a commencé à aborder certains sujets, certaines thématiques. Je pense qu'il faudra qu'on puisse rediscuter tous ensemble sur ces autres sujets, les approfondir. Mais on avait voilà, à cœur de pouvoir partager déjà ce moment-là avec tout le monde. Et je vais passer aux questions. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur certaines. Alors, effectivement, donc, sur la télexpertise, Lina y a répondu. Donc, effectivement, tous les professionnels paramédicaux et pharmaciens peuvent maintenant solliciter une télexpertise médicale. Donc, effectivement, l'expert reste médecin, sage-femme ou chirurgien dentiste. Beaucoup de questions aussi sur la partie rémunération. Alors, la partie rémunération n'est pas gérée par le réglementaire, par les décrets, les arrêtés, ni par la loi, mais par la négociation conventionnelle donc, entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les différents syndicats des différentes professions. Donc, c'est une phase qui est en train de s'ouvrir, qui a déjà débuté. Les IPA, par exemple, ont déjà dans leur convention négocié des prises en charge pour le télésoin. Les orthophonistes également dans l'avenant 17 pour les orthophonistes. Donc, il y a déjà une prise en charge qui existe
on va dire de droit commun, donc hors dérogation pour ces professions. Et toutes les autres professions, les négociations sont en cours ou vont arriver dans les mois qui arrivent. Et donc, des tarifs et des périmètres. Il y avait des questions tout à l'heure sur qu'est-ce qui sera pris en charge, par exemple, pour les pharmaciens exactement. Ça, voilà, on pourra vous le dire au moment où les syndicats et la Caisse nationale d'assurance maladie auront négocié à la fois le type d'acte et la rémunération afférente à chaque acte. Donc ça, c'est les choses voilà, qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous pouvez pratiquer. La partie rémunération arrivera au fur et à mesure, mais il y a encore les dérogations qui sont en cours jusqu'à fin septembre. Donc, la prise en charge dérogatoire continue à s'appliquer et le but, c'est de faire un espèce de tuilage entre la prise en charge financière dérogatoire et la prise en charge de droit commun qui arrivera par la suite, à la suite des négociations. Alors, donc la date du livre blanc, on y a répondu, donc ça sera la semaine prochaine sur le site du ministère. Site de la SFSD. Vous m'entendez? Les questions de facturation, donc effectivement, il y a eu pas mal de questions, mais voilà, ça sera négocié avec l'assurance maladie, donc ça arrivera au fur et à mesure. Donc, comme je vous disais, c'est déjà fait pour les IPA et pour les orthophonistes. Il y a eu des questions effectivement sur les déserts médicaux et la fracture numérique. Il y a des travaux auxquels participe la SFSD justement sur des questions de fracture numérique, d'accès aux soins, organisés avec la SFSD, le ministère et beaucoup d'associations pour permettre justement de réduire ces fractures numériques. Et une des solutions qui existe et qui est déjà possible à mettre en place, c'est l'accompagnement notamment de la téléconsultation. Aujourd'hui, une infirmière, un pharmacien peuvent être pris en charge pour accompagner des patients lors d'une téléconsultation et ça peut permettre pour ces patients qui n'ont pas accès ou qui ne savent pas, qui sont en fracture numérique, de pouvoir les accompagner dans ces moments-là. Je ne sais pas si Lina, Lydie, Leïla, vous avez vu d'autres questions. J'ai répondu à toutes celles que je pouvais répondre. Désolée Lydie. Lina, j'ai répondu directement dans le chat. Et je vous le dis, alors pouvez-vous nous communiquer les slides? Si tous les orateurs qui ont voulu des slides sont OK, c'est pareil, on vous les communiquera, mais le webinaire est enregistré et il sera sur la chaîne YouTube de la SFSD. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et vous pouvez nous réentendre. Quel bonheur! Je plaisante. Voilà. Il y a des questions. Il y a une question intéressante, Yann Maël, là, sur l'infirmière avec protocole de coopération. Alors, je ne l'ai pas vu celle-là. Alors, je vais laisser Lina répondre à cette question et je prends. C'est à quel moment, Nathalie? C'est la dernière, Marie Fleurier. Ah, bah, Lina, je te laisse répondre pendant que je… Elle est partie, je crois, Marie Fleurier. Elle nous a envoyé, non? Ceci étant, en attendant, il y a une question qui est aussi importante qui a été posée par Philippe Walrath, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une petite modification sur le recueil de l'information et du consentement. Et Philippe nous dit, est-ce que du coup, ça sous-entend que nous n'avons plus à faire signer de consentement ni de charte de télémédecine? Alors, donc, d'abord, on rappellera que le décret de 2010 n'a jamais exigé un consentement écrit. Voilà, la loi et le décret n'exigent pas, et ça s'applique de la même façon aux télésoins, un consentement écrit. On utilise l'écrit parce que c'est la meilleure, enfin, on pense que c'est une des meilleures preuves qui nous permet effectivement de dire que l'information a bien été donnée. Donc, ça sert la charge probatoire, mais c'est pas une exécution d'une obligation réglementaire. Donc, ça, c'est important. Donc, finalement, Philippe, je réponds en disant, ça ne change rien. Le fait qu'on ait supprimé l'obligation particulière qui concernait la télémédecine et partant le télésoin, ça ne change rien. On a toujours la preuve d'une information qui a dû être donnée, qu'il faudra effectivement apporter. Et bien sûr, qui dit information, démontrer effectivement que la télémédecine ou le télésoin proposé a bien été accepté par le patient. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais l'arrêté du 3 juin 2021 dit bien que le télésoin doit faire l'objet d'une décision partagée, Lydie l'a rappelé, entre l'auxiliaire médical et le pharmacien et le patient. Donc, ça veut dire quand même qu'on doit démontrer que le télésoin a bien été expliqué et que tous les deux sont d'accord pour le pratiquer. Quand je dis tous les deux, je parle surtout du patient. Donc, en fait, ça ne change pas tout à fait. C'est simple, ça ne change rien, en fait. C'est une tactique juridique
mais je peux laisser Yann Maël compléter. Ouais, Donc, Non, moi, j'aimerais compléter quelque chose, Yann Maël, si tu peux me permettre. Et merci beaucoup, Lina. Et c'est bien d'avoir la vision du juriste et puis comment le professionnel de santé va l'appliquer quelque part. Alors, la seule chose, et vous le verrez dans le livre blanc, la SFSD était très claire. Pour nous, l'information et le recueil d'un consentement ou pas, c'est un moment privilégié entre votre patient et vous-même. Et il ne faut pas se priver de ça. Et surtout, on l'a écrit noir sur blanc, on ne confie pas ça à une machine. Alors là, c'est plus du soin humaniste. C'est un moment privilégié parce que c'est le moment où alors je sais que ça prend du temps, je sais que chaque temps, c'est du salaire derrière. Tout ça, je le sais bien. Mais c'est du temps gagné sur le soin après. Si vous prenez le temps d'expliquer, parce qu'il comporte quoi l'information? Elle va comporter sa prise en charge, j'allais dire le soin. Comment il va se passer? Vous allez y décrire le rôle des acteurs. Vous allez lui proposer d'avoir un aidant s'il en a besoin. C'est là que tout va se décider. Vous allez lui expliquer comment l'outil marche. Si tout ça c'est acquis, si tout ça a été compris, approprié par le patient, vous avez gagné un temps fou sur tous les soins à venir, sur tous les soins. Donc, ce n'est pas une question juridique, c'est une question de faire son métier dans une relation humaine qu'on a tous, avec notre déontologie, avec notre éthique, de respecter notre patient et d'avoir envie d'être son soignant et d'être accompagné et d'être à côté de lui et de l'accompagner dans le soin. C'est tout. L'information, c'est du soin. Ce n'est pas. Bien sûr, bien sûr que c'est cadré juridiquement, mais sortez-vous de la tête, vous voyez, ça c'est l'exemple par rapport à ma conclusion de tout à l'heure en disant faites simple, sortez-vous de la tête que c'est une contrainte réglementaire. Soignons, et soigner, c'est informer notre patient, ça en fait partie. Mais après, c'est comme le disait Lina, une modification d'un texte envoie un signal. Le signal qui a voulu être envoyé, ce n'est pas que le consentement n'est plus important, il n'est plus obligatoire, il reste obligatoire. Le signal qui a voulu être envoyé, c'est comme n'importe quel soin, comme le disait Lydie, le consentement est nécessaire à n'importe quel soin dans nos pratiques et déjà dans les textes par ailleurs. Et voilà, le consentement est obligatoire pour n'importe quel soin. Donc, c'est plutôt une volonté de normalisation, de dire maintenant la télésanté, c'est une pratique comme une autre. Et comme c'est une pratique comme une autre, on n'a pas besoin de repréciser des choses qui sont applicables déjà à toutes les pratiques de soins. Dans les pratiques de soins, on informe son patient. C'est la même chose pour la télésanté, donc il n'y avait pas besoin de le redire spécifiquement pour la télésanté, c'est déjà valable pour tout le monde et pour tous les soins. Donc c'était dans cette optique-là que ce paragraphe a été enlevé. Ce n'est pas une suppression du consentement, c'est simplement pour dire ce n'est pas spécifique à la télésanté, c'est spécifique à tous les soins. Le consentement, c'est obligatoire, donc on l'enlève de cette partie-là du code de la santé publique et on le laisse là où il doit être, c'est-à-dire pour tous les soins. Sur la question de la téléexpertise, effectivement, il y a plusieurs questions. Il est possible aujourd'hui, donc pour un professionnel de santé, quel qu'il soit, de solliciter maintenant l'expertise d'un professionnel médical. Effectivement, si une infirmière ou un autre professionnel a un protocole de délégation de tâches, il peut donner cette expertise. On a des expérimentations, notamment dans le sud de la France, sur des plaies comme ça, où des infirmières sont formées aux plaies chroniques et ont des protocoles de délégation de tâches. Donc, pouvant agir grâce à ces protocoles à la place du médecin, elles peuvent être sollicitées par téléexpertise. S'il n'y a pas de protocole de délégation de tâches, il y a eu la question de savoir si deux professionnels paramédicaux ou pharmaciens pouvaient se solliciter entre eux. C'est possible. La seule chose qu'a dit le législateur en 2019, c'est que c'est possible, mais ce n'est pas du télésoin. Voilà, il n'y a pas d'expertise paramédicale dans le télésoin. Il n'y a pas d'acte de téléexpertise paramédicale. C'est de la coordination et c'est possible entre soignants, mais ça ne fait pas partie du texte du chapeau télésoin. On va peut-être conclure. Nathalie, Lydie. Et s'il reste des questions, on a les mails. Hein. On est en 2021. Il y a les mails. Avant qu'on se quitte, Yann Maël, moi, je voudrais remercier une personne qui est parmi nous ce soir, qui est silencieuse, mais ce webinaire n'aurait pas vu le jour. Elle est précieuse, c'est Orlane. Orlane, vous avez tous eu son mail, elle vous a tous répondu. Elle vous a beaucoup accompagné pour que ce webinaire soit réussi dans son organisation.
Donc, j'aimerais bien qu'on la remercie tous et qu'on ait une pensée pour elle. Et merci beaucoup. Orlane est étudiante. Elle est étudiante en communication en numérique et elle accompagne la SFSD dans un stage avec laquelle nous avons un grand plaisir réciproque à travailler ensemble. Et c'est également pour de nombreuses personnes que j'ai pu voir se connecter dans le chat qui ont grandement participé à la mise en place du télésoin et qui sont restées aussi silencieuses dans les téléspectateurs ce soir. Donc voilà, ils se reconnaîtront, je les remercie. Et voilà, c'est une histoire commune, groupée, qu'on a commencé à écrire tous ensemble et qu'on continuera à écrire ensemble. Donc merci à tous et je vous dis à très vite.